va nous parler. Bravo. C'est de rattraper le retard. Le conditionnement mental, donc un sujet immense et avec un parallèle avec les athlètes, je crois. Donc, je te laisse la parole, Fabien. Merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Hein. J'ai 60 diapos, mais quand la cloche il sonne, je m'arrête tout de suite, hein, je vous promets. Donc, je travaille au CHU de Grenoble. Et je vais commencer avec un petit retour d'expérience, un témoignage de quelqu'un qui a bougé pas mal, hein, qui a d'Argentine à New York, de New York en France, qui a fait 2 internats, 2 clinicas, un fellowship, 2 continents, 3 pays, 3 langues différentes. J'étais appelé les survivants avec mes co-internes quand j'arrivais à Strasbourg. Ça, c'est ma formation. Les chirurgiens, ils doivent évoluer, hein, comme l'humanité. Et c'est moi dans toutes les étapes, hein, de ma formation. Hein. J'ai eu la chance de connaître la chirurgie, l'apparatomie, après passer la cystoscopie et après la robotique. Et dans chaque étape de cette formation, on cherchait quoi? La excellence du geste, hein, la performance technique. Et pourtant, je vais commencer, je vais vous mettre 12 images et 2 séquences. Donc, vous regardez bon, surtout le personnage, mais les gens arrière, hein, les gens qui sont en arrière. 2 séquences. Ça, c'est les gens qui ont la chance de faire un peu de masterclass. Hein, les blocs opératoires, ben, chez moi, ça ressemble à ça. Beaucoup de gens derrière, je ne vois pas des doigts d'honneur hein, derrière. Mais voilà, c'est ça. Donc, vous voyez qu'il y a un certain parallélisme entre les 2 images. On va discuter après de quoi il s'agit. 2 séquences, pareil. On va lancer. Ouais, on peut avancer un tout petit peu. Ça, je vous rappelle, la finale de la Coupe du Monde, 115 minutes, donc prolongation. Il manquait 5 minutes pour finir. La France, il était mené par l'Argentine. Penalty. Voilà. Il manquait 3 minutes hein, pour la fin de la prolongation. S'il ratait les pénaltys, c'était la fin. Et là, bon, vous connaissez après le reste de l'histoire. Mais ma question est combien de fois M. Mbappé il s'est trouvé devant cette situation réellement? Certainement jamais. Combien de fois il a imaginé cette situation? Je vous assure que beaucoup de fois, hein, ou plusieurs fois. Et je vais mettre une 2e séquence derrière. Vous voyez, hein, que vous l'avez vécu peut-être. On peut avancer un tout petit peu. Ça, c'est la vraie vie, c'est nous. Hein. C'est bon. Ouais. Voilà, un petit garçon défenestré par accident. Donc, 2 séquences qui sont rien à voir, un avec l'autre, mais qu'il y a un parallélisme. Traumatisme hépatique, les packings qui va avec. Imaginez-vous les gens autour de ces chirurgiens au bloc opératoire, hein, les anesthésistes, les infirmiers qui courent avec un interne, aspiration. Voilà. Donc, vous voyez 2 moments forts, rien à voir un avec l'autre, mais qui se ressemblent beaucoup. Hein. Pourquoi? Parce que moi, je mets 3 images ici. Donc, chirurgie, sport et aviation, 3 images avec des énoncés. Et vous voyez que pour les 3, c'est la même chose. Hein. On ne sait pas de qui on parle, en fait. Donc, pression temporale, séquence complexe hein, des mouvements, conditions de stress super élevées, évaluation par les pairs, par les patients, dans notre cas, avec le but toujours d'optimiser les mouvements et une réduction à l'interférence cognitive. Hein. Donc, 3 images, mais avec les mêmes problématiques. Donc, la chirurgie et le sport, en quoi ils se ressemblent? Entraînement intensif, hein? Tout le monde ici, on est chirurgien, tout le monde a passé. Le chirurgien a une mentalité de gagnant. Hein? Pourquoi? Parce qu'il veut le meilleur hein, pour son patient. Il doit avoir une gestion du stress et de la pression, un esprit d'équipe, hein, on l'a vu tout à l'heure, et une résilience face à l'échec. Hein? Il faut surmonter, hein, quand il tombe, donc il faut surmonter toutes les difficultés qu'il a hein, et se remettre en question. Les burn-out des chirurgiens, hein, une enquête de Aspro, hein, il n'y a pas longtemps,
près d'un tiers des chirurgiens et autres spécialistes du bloc opératoire sont proches de burn-out. C'est trop, ça. 30%, 1 sur 3. C'est des burn-out que dans la plupart des cas, ils sont évitables avec plusieurs mesures qu'on verra. Donc, vous voyez, hein, cette enquête, c'était sur 1200 praticiens, hein, des plateaux techniques lourds, hein, donc chirurgiens, anesthésistes, etc. Donc, 1 sur 3 en burn-out, c'est trop. Et pourtant, quand vous savez toutes les formations que j'ai faites, hein, en différents pays, etc., personne n'a parlé de ça, du facteur humain. Hein. Les chirurgiens, ben, s'ils mélangent tout ça, hein, pour être un bon chirurgien, ça ne suffit pas les gestes justes, il faut les compétences cognitives, les compétences interpersonnelles et les contrôles émotionnels. Ça, on l'a vu tout à l'heure, donc je vais passer, on l'a vu récemment, je vais passer rapidement. Et du coup, on peut tirer des leçons, hein, des athlètes. Donc, en fait, comment faire pour être bon quand ça compte, hein, au moment venu? Ce chirurgien qu'on a vu, qui opérait cette trauma hépatique, comment il a fait? En fait, les athlètes, les sportifs de haut niveau, ils sont compris depuis longtemps. Vous voyez, il dit que la victoire, ce n'est pas entre les lignes, c'est entre les 12 oreilles, ça veut dire dans la tête. Hein. Et vous voyez un gagnant par nature, que c'est monsieur Federer, avec ses points comme ça c'est un ancrage. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un ancrage? En fait, c'est une association entre une émotion et un geste. Hein. Ils font les conditionnements mentaux positifs. On va passer rapidement après, je vous montre. Pour faire un conditionnement mental, il faut une image mentale. Imaginer quelque chose. Et qu'est-ce que c'est l'imagerie mentale? C'est la répétition cognitive d'une tâche, hein, ce qui nous concerne à nous, les chirurgiens de la suture, en absence des moments manifestes. C'est-à-dire, quand vous imaginez que vous faites un geste précis, chirurgical, in suture, la zone du cerveau, que c'est cette partie-là, hein, que c'est le cortex primaire, il se va activer de la même façon que si vous faisiez les gestes. Hein. Et ça, c'est la première notion d'imagerie mentale et de conditionnement mental. Hein. Donc, la zone du cerveau, il s'active de la même façon que si vous faites ces gestes-là. Et ça, il y a des études, hein, une étude grenobloise qui a ouvert la porte, hein, à plusieurs études, et vous voyez que l'activation du cerveau, c'est la même quand vous faites les gestes, quand vous imaginez faire les gestes. Une autre étude très intéressante, c'est chez quelqu'un qui faisait le piano, c'était des cours de piano, hein, main droite, main gauche, pendant plusieurs jours, hein, 5 jours notamment, donc 2 heures de piano. Il y avait 3 groupes, un groupe qui jouait le piano, un groupe qui imaginait jouer le piano, donc devant le piano, il imaginait bouger les doigts, et un groupe au contrôle qui ne faisait rien en fait. Et vous voyez que la partie, les groupes qui touchaient réellement le piano, qui jouaient le piano, et les groupes qui imaginaient jouer le piano, les activations au bout de 5 jours, c'est à peu près les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils font les sportifs? C'est le conditionnement mental, c'est-à-dire, imagine, hein, par exemple, ça c'est l'équipe de l'Allemagne des sautes d'obstacles. Hein. Il a des points nodaux. Hein. Ils sont en train toujours d'imaginer avant une compétition ça. Donc, commencez, courir jusqu'à le premier obstacle, approchez-vous de l'obstacle, sautez devant l'obstacle, franchir l'obstacle, atterrir, courir, etc., traverser la ligne d'arrivée. Et tout ça, ils le font avant la course. Hein. Le cerveau, grâce à sa neuroplasticité, il commence à s'activer et il commence à travailler. C'est une espèce de, si vous voulez, d'entraînement virtuel, en fait, que ça coûte rien du tout. Et vous me dites, bon, qu'est-ce qu'il arrive à voir avec la chirurgie, ça? Bon, en fait, il y a plusieurs études qui montrent que si vous, par exemple, vous prenez n'importe quelle intervention chirurgicale, vous la décomposez en points nodaux, hein, et vous imaginez cette chirurgie, hein, avant de la faire, bien entendu, c'est comme si vous la faisiez en fait. Vous avez la même capacité, le cerveau, on peut hacker les cerveaux. Hein, le cerveau, il pense qu'on est en train de la faire. Et tout ça, par exemple, à Grenoble, je suis en train de faire une étude, ça c'est la sleeve gastrectomie, décomposée en plusieurs granularités, hein, donc entre phases et étapes. Et comme ça, c'est comme si on était en train de faire la chirurgie. Hein. Le cerveau, il s'active de la même façon. Et ça, c'est une étude grenobloise, pareil, hein, qu'il est en cours
en cours de publication, hein, il n'est pas encore accepté, c'est pour ça que je mets un petit résumé. Donc, c'est sur l'intubation. Ils ont fait deux groupes d'internes. Un interne qui faisait les cursus, un groupe qui faisait les cursus normal d'intubation, vidéo, explication du proctor, etc. Et un groupe qui faisait ça, plus les conditionnements mentaux, c'est-à-dire imaginer pendant plusieurs jours cette séquence d'intubation. Au bout de 14 jours, et après un 12e examen à 3 mois, les groupes qui imaginaient faire l'intubation, il avait des meilleurs résultats, hein, de performance que les groupes qui ne faisaient pas. Ça, c'est le conditionnement mental. Plusieurs études, hein, montrent tout ça, hein, déjà ils confirment, hein, tout ça, avec amélioration de tous les critères. C'est significatif quand on essaye de faire une tâche, imaginer une tâche. Et bien entendu, c'est un complément à l'éducation qu'on peut recevoir de façon pratique. Donc, ça va aider beaucoup, hein, le stress, à surmonter le stress. Moi, il y a le bon stress, hein, il doit être court comme ça. Après, il y a une zone de repos et après, il y a le mauvais stress, hein, c'est-à-dire quand le stress il devient chronique. Donc, il faut être de bon côté, hein, de spectre de stress, c'est-à-dire un stress au début qui soit court, et c'est normal. Avant chaque présentation, on est un peu stressé. Il faut essayer de maximiser cette zone de repos, hein, avec beaucoup de choses, hein, avec une hygiène de vie irréprochable, hein, dormir bien, nutrition, etc., activité physique, avec des tampons psychosociaux, hein, avec des activités type méditation, yoga, marcher, peinture, etc., pour maximiser ces parties-là des zones de repos. Tout ça va aider aux chirurgiens. Par exemple, je me suis préparé pour cette séance. J'avais imaginé déjà l'auditorium complet, hein, en train de faire une standing ovation à la fin. Je ne sais pas si ça sera le cas. Voilà. Mais tout ça, il nous prépare déjà. Pourquoi? Parce que les cerveaux, ils se préparent déjà, ils préparent tous vos sens, voilà, tous vos sens, hein, pour affronter ces situations de stress. Et bien sûr, ça va diminuer le burn-out des chirurgiens, ça va diminuer le stress. Et c'est parti ça que c'est inquiétant, hein, les 30% en sur toi, hein, avec des mesures simples comme ça. Et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, hein, ce sont des formations qu'il faut faire. On commence à faire ça avec l'ESFAR. Il faut que les autres sociétés savantes ils puissent suivre avec ça, parce qu'il faut diminuer ces 30% que c'est vraiment, vraiment triste. Donc, il me reste 2 minutes. La fin, la conclusion, l'imagerie mentale et conditionnement mental positif peut être un outil précieux pour les chirurgiens, les aidant à se préparer mentalement, à gérer le stress et à améliorer leurs compétences techniques. En incorporant régulièrement la pratique de l'imagerie mentale dans leur entraînement et leur routine quotidienne, les chirurgiens peuvent, donc nous, hein, optimiser leur performance et leur bien-être tout au long de leur carrière. Et la fin, le plus grand danger dans le moment de la turbulence, ce n'est pas la turbulence, c'est d'agir avec la logique d'hier. Merci pour votre attention. Non seulement c'était brillant, mais en plus c'est parfaitement dans les temps. Professeur Benamou. Effectivement, c'était très brillant, très intéressant, je vous remercie. La question qui me vient, c'est dans quelle mesure on pourrait imaginer un programme de mentalisation sur des modèles d'intervention qui viennent issus finalement des datas enregistrées, puisque maintenant on a, par exemple, dans le programme BOPA, la possibilité de constituer des banques d'intervention normalisées. Et donc, à partir de ces banques d'intervention normalisées, on pourrait faire rejouer en réalité virtuelle un acte complètement mentalisé et non pas réalisé avec la main. Et donc, ça pourrait être une manière de préparer la compétence devant le stress, en perturbant éventuellement le modèle, dans quelle mesure, avec des systèmes d'intelligence artificielle perturbatrices et non pas répétitrices, on pourrait provoquer finalement, attention, on est dans la ligne d'une intervention, il se passe un événement atypique, quelle est votre réaction, comment vous faites? Et c'est là où peut-être on va peut-être sélectionner finalement, il y a des chirurgiens qui adorent le stress.
le stress, c'est très utile. Ça donne l'envie de performance, l'envie d'être le meilleur, etc. Et donc, c'est très, très utile. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, le stress perturbant, il y a beaucoup de gens qui adorent le stress. Les grands sportifs le font. Il faut Donc pas qu'il voilà, soit chronique. il y a beaucoup de choses sur. C'est un dossier, ça pourrait être extrêmement intéressant. Et je pense qu'avec Hubert, on parle beaucoup de comment, avec les datas autour du bloc opératoire, on pourrait organiser des préparations à des interventions soit typiques, soit complètement atypiques. Ouais, je rebondis sur une chose, ça c'est très important, par exemple dans les absences. Hein. Les chirurgiens ils partent en congé, tout le monde sait quand ils partent en congé, quand ils reviennent, c'est trop dur, hein, on ne sait pas où la main gauche ou la main droite. Hein, on n'est pas aussi performant que quand on est parti. Hein. Voilà. Donc pendant ces absences, ça peut être les congés, ça peut être une maladie, c'est démontré déjà que si vous faites dans votre tête l'intervention tous les jours, vous revenez 15 jours après ou 3 semaines après aussi performant que quand vous êtes parti. C'est démontré. Professeur Joannet. Au début de l'ambulatoire, les anesthésistes de Strasbourg avaient bien montré que les patients qui étaient pris en charge en ambulatoire avaient des sécrétions de corticoïdes bien supérieures à la normale, ce qui d'ailleurs expliquait leur béatitude lorsqu'ils rentraient chez eux et leur fatigue du lendemain d'ailleurs. Est-ce que des études ont été faites comme ça chez les chirurgiens ou des médecins interventionnels? Parce qu'on a tous connu des interventions où on allait au bloc en se disant celle-là. Enfin, déjà, on y pensait la veille au soir. Je veux dire, il y a beaucoup d'interventions qui sont assez banales, qui peuvent toutes, d'ailleurs, tout d'un coup devenir beaucoup moins banales, mais il y en a certaines où on se dit, bon, je sais que dans 8 jours, c'est là, bon. Et donc, est-ce que on a des éléments chez les soignants de ces situations comme ça où on peut visualiser, enfin, je veux dire, authentifier? On peut mesurer le stress. Hein. C'est par la transpiration, par exemple. Il y a des capteurs de transpiration qui mesurent le cortisol. Ça, les gens de la SFAR, ils ont l'expérience à faire ça. Le problème, c'est que est-ce qu'on peut l'élargir à tout le monde? Non, parce qu'on est tous différents face à le stress. Il y a des choses que, par exemple, à toi, ils ne vont pas te stresser, et à moi, oui, ils vont stresser beaucoup. Donc, on ne peut pas sortir, en fait, des conclusions. Mais bien sûr, le stress, on peut le mesurer de façon objective. Question. J'aime bien ton topo parce que c'est des choses qu'on sent intuitivement, mais voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'approche médicamenteuse du stress, genre des bêta-bloquants? Ça, c'est le anti-trac, on dit. Hein. C'est pour les tracts avant l'intervention. Moi, je n'ai pas trop d'expérience, mais moi, je pense que si on fait les choses comme ça, c'est plus naturel. Hein. On peut prendre des anxiolytiques aussi, hein, avant de donner une conférence, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose que c'est plus naturel. Vous le faites vous-même. Il y a des techniques à faire, hein, soit une image interne, donc vous vous imaginez en train de donner la conférence, une image externe, vous vous imaginez à l'extérieur comme un observateur. Hein. Vous imaginez la réaction des gens, hein, vous imaginez la satisfaction des gens à l'écouter votre conférence ou, par exemple, le résultat d'une chirurgie, les patients qui s'en sortent bien de ces chirurgies-là. Moi, je préfère ça. Hein. Les bêta-bloquants, c'est décrit. Hein. Donc, il y a des gens qui prennent un bêta-bloquant avant de donner une conférence, par exemple. Ce n'était pas mon cas. Hein. Oui, et puis on perd des capacités avec ces médicaments. Enfin, c'est Les médicaments. c'est très intéressant. Enfin, bien sûr, la mentalisation, je pense qu'on l'utilise tous, en fait. Hein. C'est un outil archaïque qu'on utilise au quotidien. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on a la preuve scientifique maintenant de son intérêt. Et surtout, il y a des nouveaux outils qui sont en développement, comme on va le voir tout à l'heure, l'immersion, on va le voir, la programmation qu'on fait avant une intervention et tous les outils ben voilà, d'augmentation, de réalité augmentée où on va pouvoir avoir des outils. Donc, c'est vraiment ça qui est passionnant. Ouais, c'était exprès, c'était voulu. Hein, donc, je voulais montrer dans cette science-là, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire nous et qu'est-ce que peut faire la technologie. Hein, et vous verrez la prochaine présentation d'Anthony Lopez, il va parler de ça. Hein. Donc, ce sont deux choses différentes. Une chose, on peut faire nous, c'est gratos. Hein, vous le faites chez vous, la nuit, ou quand vous voulez, quand vous voyagez dans le train, etc. Et l'autre, c'est avec la technologie. Juste un mot sur si je peux. Finalement, vous abordez deux sujets qui sont complémentaires. C'est la mentalisation complètement psychique hein, d'un acte que vous anticipez
Et le deuxième point qui sera évoqué tout à l'heure, c'est la virtualisation du réel avec des outils technologiques, comme on va le voir avec Maxime, et donc sur des outils qui vont peut-être nous aider à mieux mentaliser. Une question du professeur Vatelin. Déjà, bravo pour votre exposé. À la fin, vous mentionniez les situations de turbulence. Vous disiez c'est pas tellement la turbulence qui est vraiment un problème, c'est la manière dont je vais réagir. Et vous disiez vos techniques de mentalisation vous aident à visualiser comme des événements positifs. Vous avez dit je vais me voir dans cet amphi, j'aurai une standing ovation à la fin. C'est un conditionnement positif. Voilà, mais la turbulence c'est quand même rarement positif. Comment vous faites à ce moment-là pour anticiper les problèmes et gérer l'échec éventuel? Donc, la turbulence, en fait, j'ai parlé de la turbulence parce que c'est lié à les soft skills. Ça, c'est parti, les soft skills, ça se travaille. Après, ce sont des traits de personnalité aussi. Hein. Il y a des gens voilà, qui vont s'adapter, ils vont savoir mesurer les différents paramètres et adapter son comportement. Hein. Donc, ça, c'est les soft skills. Donc, au moment de la turbulence, j'essaie de me mentaliser sur des choses positives. Hein. Mais il faut focaliser, par exemple, pour nous, la turbulence, c'est un patient qui va parler. C'est focaliser sur le patient, penser, imaginer que le patient, il va bien, il est content de sa chirurgie ou sa prise en charge. Et ça va aider, en fait, ça va diminuer mon stress, ça va diminuer mon angoisse, ça va augmenter la confiance en moi avec cette mentalisation positive, au conditionnement positif, au moment de turbulence. Professeur Lenoir. Ah, merci. Non, je voudrais vous féliciter bien sûr d'abord. Ensuite, je voudrais dire que pour le stress, il y a eu un travail il y a très longtemps dans le Lancet qui a montré que le chirurgien au travail avait un pouls qui s'accélérait à 120 et que si on voulait réduire le pouls, il fallait qu'il prenne des bêta-bloquants. Ça a été montré il y a 50 ans, ça, dans le Lancet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que depuis toujours, il faut mentaliser la chirurgie. Il n'est pas question d'opérer sans mentaliser, c'est impossible. Il faut toujours savoir faire plus que l'intervention qu'on doit faire. Prenons même la simple vésicule. Vous avez un cystique difficile à disséquer, eh bien, il faut savoir partir en rétrograde. Et si vous faites une plaie biliaire, il faut savoir ce que vous allez faire pour la plaie biliaire. Est-ce que vous allez faire une entente Y sur le cholédoque? Est-ce que vous allez refaire une anastomose cholédocienne avec du petit fil 8-0 avec des lunettes grossissantes? Vous êtes forcé de toujours mentaliser. Vous ne pouvez pas faire de la chirurgie sans mentaliser. Vous n'allez pas aller ouvrir un livre opératoire pour savoir quelle intervention vous allez faire parce que vous rencontrez une difficulté. Vous faites des insertions papillaires en faisant une gastrectomie pour hémorragie avec un ulcère qui est proche de la papille. Et il faut savoir ce que vous allez faire pour réinsérer la papille. Ça me paraît vital. Et si on ne sait pas faire ça, on ne fait pas de la chirurgie. Avec tout le problème des indications. Ouais, il faut pas mélanger les compétences techniques. Hein. Vous parlez des compétences techniques, bien sûr, il faut savoir réparer une voie biliaire. Ça, c'est une compétence technique. Mais il faut aussi, que c'est très important, les soft skills, la compétence non technique, la conscience de la situation, se rendre compte qu'est-ce qu'on avait fait. Quelle option on a? Est-ce qu'on fait une suture primaire? Est-ce qu'on va monter une anse, etc. Quels sont les bénéfices? Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est les soft skills. Hein? Mais bien sûr, pour être chirurgien, il faut avoir les compétences techniques. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole. Bravo. Voilà. Je l'avais vu. Hein? Très bien.